Voilà. Notre premier intervenant sera Monsieur Gras, qui viendra juste derrière moi ici au pupitre. Monsieur Gras est docteur en histoire contemporaine, auteur d'une thèse soutenue en 1998 portant sur l'action de l'armée de l'air en Indochine de 1945 à 1954, publiée en 2001 sous le titre « L'armée de l'air en Indochine, l'impossible mission ». Monsieur Gras est fonctionnaire au ministère des Armées, spécialiste de l'action aérienne et chercheur associé à l'Institut d'Asie orientale sous tutelle de l'ENS et du CNRS. Il a publié depuis de nombreux articles et travaux sur le sujet. Son dernier ouvrage s'intitule « Batailles aériennes de la guerre d'Indochine, de Nassan à Dien Bien Phu », paru chez Histoire et Collection en 2024. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais en quelques... Alors, j'ai proposé aux organisateurs de, pendant quelques instants, j'ai proposé aux organisateurs de faire, en introduction de ce colloque sur Dien Bien Phu, une petite présentation sur Nassan, la bataille de Nassan qui a eu lieu fin décembre 1952 et qui est pour moi un prélude à ce que sera Dien Bien Phu. Alors, pourquoi Nassan ? Vous allez peut-être penser qu'on est hors sujet. Moi, je pense qu'on est complètement dans le sujet qui est le sujet de ce jour, à savoir comprendre l'évolution de cette bataille de Dien Bien Phu. Et je pense qu'au vu de l'action aérienne, mais au vu de l'action militaire globalement, cette bataille de Nassan et cette opération Nassan est un peu une illustration de ce qu'a été la stratégie militaire de la fin de la guerre d'Indochine. Et en tout cas, Nassan, c'est vraiment le schéma idéal. Très bien. Donc, on commence par la carte pour bien se remettre en mémoire les choses. Et on voit bien que la deuxième partie de la guerre d'Indochine, ça a été rappelé tout à l'heure, est un peu une phase géographiquement descendante. Vous avez tout en haut à la frontière de Chine la RC-4 qui a été perdue depuis quelques années et le corps expéditionnaire mène des batailles défensives. On a évoqué à l'instant le temps de Delattre, le temps du général Delattre, qui a permis par des grandes victoires de sauver pendant quelque temps le delta tonkinois et donc finalement qui a peut-être orienté le Viet Minh vers le sud. Le sud, c'est l'Annam et le Laos. En 1952, on se retrouve donc avec une poussée Viet Minh vers le sud et qui se retrouve, je vais très très vite, on est dans une introduction, qui se retrouve au niveau de la rivière Noire et de la RP 41. On est donc dans cette phase descendante. Et le général Salan, qui a déjà expérimenté avec divers succès des camps retranchés et le ravitaillement des camps retranchés par l'aviation, décide, parce qu'il a fait une géographie complète de toutes les possibilités, d'installer un camp retranché, puissant, issu de la stratégie des hérissons allemands, à Nassan. Donc vous avez deux photos ici de ce qu'est le camp de Nassan. La photo de gauche, photo aérienne de 1953, qui écrase un peu. La photo de droite, qui est plus véridique de ce qu'était effectivement le camp de Nassan et ce qu'est la stratégie du camp retranché en Indochine. Vous avez une vallée avec une piste, vous avez des services et des points d'appui tout autour qui vont servir de protection à l'action de l'aviation et au ravitaillement. Nassan est très intéressant dans le cadre de ce colloque parce que c'est le seul camp qui va subir le feu et l'action
du Viet Minh et qui va devoir se défendre. On n'est donc là pas hors sujet par rapport à Dien Bien Phu, mais on est vraiment dans une introduction. Nassan, c'est véritablement, en quelques mots, le schéma idéal et le prélude de Dien Bien Phu. La différence première que nous avons vue très rapidement sur la carte, c'est que Nassan est à moins de 200 km de Hanoï, et donc on est à 45 minutes de vol pour un avion de transport de type Dakota ou un avion civil. Dien Bien Phu est beaucoup plus loin. Le site de Nassan, donc sur décision du général Salan, comme je l'ai dit, est construit et mis en place en octobre 1952 de manière à contenir la poussée du Viet Minh et à être un verrou sur la rivière Noire de manière à bloquer les incursions Viet Minh vers le sud. Un camp comme celui-ci n'est pas seulement un camp défensif, tout comme Dien Bien Phu, c'est une base aéroterrestre. C'est-à-dire que c'est prévu pour être un camp de repli des forces, mais aussi un camp de déploiement. C'est un camp qui est prévu pour être augmenté, c'est un camp qui est prévu pour être diminué, le tout ravitaillé par l'aviation. Donc, ce type de camp, on voit là qu'on est dans une logique Dien Bien Phu. Ce type de camp, on le voit bien, vallée, piste d'aviation au centre, parce que l'aviation, c'est vraiment le cordon ombilical de cette deuxième partie de guerre et des points d'appui. Donc on a une grosse ceinture de points, vous avez vu, des points intérieurs, des points extérieurs, et la photo de droite nous montre une inspection sur un de ces points d'appui. On voit bien que cette organisation-là fait que pour l'époque, pour le moment, 1952, Nassan est un camp très puissant. Et cette base aéroterrestre, comme je le disais, est ravitaillée par l'aviation. C'est la force de ce type de camp, mais c'est aussi sa faiblesse. Il n'y a pas de route pour accéder, et donc l'avion de transport est le seul moyen pour amener du matériel, ramener des blessés, amener des médicaments, des munitions, etc. Et donc la base aéroterrestre de Nassan est mise en place à l'automne 1952. On voit sur la photo de gauche un avion civil qui se pose. L'aviation civile à Nassan, comme à Dien Bien Phu, c'est environ 30%. Je ne parle pas trop de Dien Bien Phu, mais l'aviation civile intervient énormément. Les moyens militaires n'étant pas suffisants à ce moment-là, l'armée de l'air fait appel à de l'aviation civile pour suppléer, l'aviation civile payante, bien évidemment. Donc la photo de gauche est intéressante puisque à la fois vous voyez un avion civil qui se pose à Nassan, mais en même temps vous voyez la hutte qui sert de tour de contrôle. Donc c'est un des éléments, c'est un petit exemple, hein, mais c'est un des éléments pour lequel je vous dis que c'est un schéma idéal de ce qu'est un camp retranché en 1952, parce que effectivement sur ce type de tour de contrôle, on imagine que le Viet Minh n'a pas d'artillerie lourde, parce que sinon, il serait quand même assez facile de détruire cette tour de contrôle rudimentaire. La photo du centre vous montre l'activité. C'est l'activité classique. On est entre 30 et 50 rotations de Dakota par jour, puisque le ravitaillement à Nassan, comme à Dien Bien Phu, se compte en Dakota jour. Donc on est sur la piste de Nassan avec des avions au parking et un avion qui est au décollage. Nassan, c'est 1000 mètres de long d'une mauvaise piste qu'on a assez peu aménagée. Donc on est à la fois à nouveau dans des schémas de Dien Bien Phu où on a un peu agrandi la piste. Et la dernière photo vous montre, je tenais à la mettre parce qu'en fait, c'est l'utilisation de l'armée de l'air en Indochine. Il faut savoir qu'à Nassan, comme à Dien Bien Phu, l'aviation est adaptée à l'armée de terre, c'est-à-dire qu'en fait, le commandement de l'armée de terre réquisitionne ou demande des missions et l'aviation s'adapte pour le faire. Or, l'armée de l'air et l'aéronavale n'a pas forcément les moyens pour le faire. C'est extrêmement compliqué de pouvoir assurer l'ensemble des missions, surtout sur une grosse opération comme celle de Nassan, et encore plus
6 mois plus tard. Et donc, ça va occasionner un certain nombre de difficultés relationnelles très, très fortes entre les différents commandements parce que l'armée de l'air n'a pas les moyens d'assurer sa mission de transport à Nassan, comme je n'insiste pas, mais elle n'aura pas forcément les moyens de le faire à Dien Bien Phu. En tout cas, Nassan, c'est une grande base aéroterrestre qui est ravitaillée et utilisée par l'aviation. Deuxième élément sur cette base aéroterrestre, donc à gauche, vous avez le guidage. Je vous ai parlé des rotations au jour. On est en moyenne, je vous ai dit, entre 30 et 50, mais on peut monter à 75 rotations au jour. C'est-à-dire qu'en fait, les avions se posent et décollent sans cesse, de jour. Et sur la photo de droite, vous avez aussi un exemple de la fragilité de ce schéma idéal, c'est-à-dire que vous avez un Dakota à gauche qui est à l'arrivée, vous en avez un autre qui est au départ et un Morane qui est au décollage. Et ce que je vous ai entouré en rouge, c'est ce qu'on appelle la base de déchargement. Et la base de déchargement, c'est simplement des caisses que l'on met sur le côté, que l'on décharge des avions pour aller le plus vite possible. C'est bien évidemment efficace, mais ce n'est pas protégé. Encore une fois, on est dans un schéma idéal où le Viet Minh n'a pas d'artillerie. Si jamais le Viet Minh avait disposé d'artillerie lourde, ce schéma idéal n'aurait jamais pu avoir lieu. Et pourtant, je dévoile un peu la fin de mon intervention, c'est sur ce schéma idéal que le commandement va se baser pour Dien Bien Phu 6 mois plus tard. Absolument. Vous êtes un monsieur loyal très dur. La bataille de Dien Bien Phu, maintenant, donc, elle a lieu en décembre 1950. La bataille de Nassan, pardon, a lieu en décembre 1952. Contrairement à la bataille de Dien Bien Phu, elle va s'étaler sur un laps de temps très court. La bataille de Nassan, en fait, c'est 3 nuits de bataille. Vous avez ici les flèches avec la légende des 3 nuits de bataille. Le Viet Minh va attaquer des points d'appui français, à la fois des points d'appui intérieurs et des points d'appui extérieurs. 3 nuits. 23 novembre, 30 novembre, 1er décembre. La photo de droite montre un exemple de ces combats de nuit. Comme à Dien Bien Phu, la bataille de Nassan se déroule de nuit. Le Viet Minh a effectivement une supériorité de nuit puisqu'il peut s'affranchir notamment de l'aviation française. L'aviation ne peut pas intervenir de nuit, elle n'a pas les moyens. Seul un avion de l'aéronavale peut effectuer des patrouilles et a des moyens techniques pour intervenir de nuit. Autrement, l'aviation à Nassan n'intervient pas de nuit. Elle a la maîtrise du ciel le jour, mais elle est aveugle la nuit. Donc la bataille de Nassan se déroule sur ces 3 journées. Et, petit détail, sur ces 3 journées, la deuxième journée, lors de la bataille du 30 novembre, 2 points d'appui français vont être pris par le Viet Minh. Et en même temps, toujours pour que vous fassiez la comparaison avec ce qui va se passer à Dien Bien Phu, la photo de gauche montre la contre-attaque française, puisque le colonel Gilles, qui commande Nassan, avait déclaré qu'il ne laisserait pas un seul point d'appui pris par le Viet Minh. Et donc le lendemain de la prise des points d'appui Viet Minh, c'est la contre-attaque française qui est menée par des unités de parachutistes et de légions, et les unités reprennent les points d'appui aidés par l'aviation. On voit aussi que pendant la bataille de Nassan, la photo du centre, l'artillerie française, elle, continue à opérer. C'est-à-dire qu'elle peut faire des réglages, elle peut faire des interventions. L'artillerie française garde la totalité de sa capacité d'action et elle n'est pas entravée puisque le Viet Minh n'a pas d'artillerie. Et enfin, les 2 photos de droite vous montrent l'élément qui me semble à moi le plus important, c'est-à-dire que le pont aérien se poursuit. Pendant la bataille, pendant les 3 jours de bataille, le pont aérien n'est pas coupé. Je vous ai mis en bas les chiffres. Sur le mois de décembre 1952, on est à plus de 2000 heures de vol pour l'appui et pour le transport. C'est donc un élément extrêmement important. Non seulement le Viet Minh n'a pas d'artillerie lourde, mais le pont aérien permet de continuer à évacuer, permet de continuer à amener du matériel. On est dans le schéma idéal.
où la piste reste ouverte. Et c'est ce que le commandement français va imaginer pour la suite. La piste reste ouverte et donc la France garde la supériorité. L'évacuation, enfin. Ce camp de Nassan, il a joué son rôle en décembre 1952, puisqu'on voit qu'il a permis une victoire française. Depuis De Lattre, il n'y avait pas eu de victoire française. Donc c'était un moment extrêmement important. C'est un camp retranché qui a été entièrement amené par les avions de transport, qui a permis au corps expéditionnaire basé à Nassan de remporter la victoire avec son aviation et son artillerie lourde. Eh bien, au printemps 1953, le commandement français décide d'évacuer Nassan parce que le camp a été contourné, parce que le Viet Minh a été signalé à l'est et à l'ouest, et parce que le Laos n'est plus protégé par ce camp de Nassan. Et donc, on décide l'évacuation. À l'été 1953, je vais très très vite, le camp est évacué entièrement par les airs. Donc, à nouveau, les avions sont utilisés, je vous ai mis les chiffres de rotation avion, de manière intensive. Encore une fois, sans forcément les capacités de le faire, mais il y a un gros effort qui est fait pour permettre l'évacuation de la garnison de Nassan en quelques jours. Donc là, on est vraiment, encore une fois, dans ce schéma idéal, dans le schéma d'une victoire militaire française et en même temps dans le schéma d'une victoire stratégique, puisque ce camp a été amené entièrement par air et en même temps, il est démantelé 6 mois plus tard entièrement par air. Donc c'est un concept totalement nouveau qui n'existait pas et qui peut faire imaginer d'autres victoires plus importantes. Et je termine par la conclusion, c'est que, évidemment, cette évacuation, et le général Tony le dit très très tôt, que effectivement, ce camp de Nassan et cette belle victoire de Nassan pourraient se reproduire ailleurs. Et étant donné que le Viet Minh est en train de contourner le camp, eh bien, il faudrait installer un autre camp à Dien Bien Phu, dans des mêmes conditions, avec une piste. Vous avez la photo de la piste ici, avec des points, avec de l'artillerie, etc. Donc, on est dans cette logique-là où le schéma idéal de Nassan va être, dans l'idée du commandement, reproduit à l'identique à Dien Bien Phu. Une petite victoire à Nassan, une grande victoire à Dien Bien Phu. Je vous remercie, j'ai tenu mon... Parfait. Tirez vite, je ne prendrai qu'une question. Une question? Personne? Bon, vous avez été très complet, mais félicitations. Ah, allons-y, jeune homme. Allô? Tenez, celui-là, il marche. Pourquoi à Nassan, les Viet Minh, ils n'avaient pas d'artillerie, alors qu'à Bien Bien Phu, ils en avaient? J'ai pas compris la question. Pourquoi à Nassan, les Viet Minh n'avaient pas d'artillerie, alors qu'à Bien Bien Phu, il y avait de l'artillerie Viet Minh? Alors, c'est une excellente question. Je ne suis pas spécialiste de l'artillerie, mais on a un spécialiste de l'artillerie qui vous répondra après. Mais effectivement, ce que vous dites là, on est au cœur du sujet que vous allez traiter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, Dien Bien Phu, c'est un peu Nassan avec des moyens supplémentaires du côté du Viet Minh. Alors effectivement, il y avait des gros apports chinois. Et il y a eu des séances d'autocritique qui ont été faites de manière assez sévère entre Nassan et Dien Bien Phu. Donc l'artillerie lourde qui n'existait pas du côté Viet Minh, l'artillerie anti-aérienne qui n'existait pas, donc qui a permis aux avions français d'évoluer en toute tranquillité, eh bien, a été présente très très tôt à Dien Bien Phu, parce que le Viet Minh, dans une tradition classique communiste d'autocritique, a essayé de comprendre très très vite où les choses s'étaient mal passées, alors que le commandement français, Navarre-Cogny,
pensait qu'effectivement la victoire de Nassan, qui est incontestable, pourrait être reproduite à Dien Bien Phu, d'autant que, comme ça a été dit en présentation, il y avait à l'époque une grosse pression politique pour sortir du guêpier indo-chinois et, si possible, par une victoire. Merci beaucoup. Merci.